Alors, je pense que je vais débuter. Alors, bonjour, bienvenue. Mon nom est Marie-Pascale Sassine. Je suis heureuse de vous accueillir à la 5e conférence COVID-19 en milieu de travail. Est-ce qu'il est possible d'afficher la présentation, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, je vous fais le mot de bienvenue et la mise en contexte du projet. C'est une série de webinaires qui a été préparée à l'intention des acteurs du réseau de santé publique, notamment en santé au travail, mais aussi ouverte aux autres acteurs de santé publique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Elle est organisée en collaboration avec l'ESPUM, mais évidemment, c'est une série de conférences organisées par le réseau de santé publique en santé au travail. Alors, vous avez reçu ou recevrez sous peu le programme détaillé avec l'ensemble des objectifs, mais je me permets quand même pour cette 5e conférence de vous présenter l'objectif général. Alors, au terme de ces activités de formation, les médecins professionnels du réseau de santé publique disposeront des arguments nécessaires, éclairés par des connaissances et opinions d'experts les plus récentes pour orienter leur activité contre la COVID dans les environnements de travail. Merci de vous joindre à nous. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vous présente le comité scientifique et le comité organisateur. Alors, merci au comité scientifique, les personnes que vous voyez à l'écran. Donc, il y a des collègues d'un peu partout de la province. Merci aussi au comité organisateur, notamment Mylène Trottier, Dr Mylène Trottier, qui est présente et qui accompagne les présentateurs tout au long de la préparation du matériel. Merci à Marie-Ève. Alors, je vous informe, merci d'ouvrir vos caméras, chers collègues, pour que les gens puissent vous voir. Alors, je vous informe que l'activité respecte le code d'éthique, l'activité d'aujourd'hui du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins, mais également qu'aucun des membres scientifiques et organisateurs ne déclare avoir de conflit d'intérêt. Prochaine diapo. Alors, un rappel, déroulement consigne. Vos micros et caméras sont fermés. Par contre, vous pouvez inscrire à la fin de l'activité dans le chat des questions auxquelles les panélistes vont pouvoir répondre. On aura 25 minutes pour cette partie. N'oubliez pas d'évaluer l'activité. Ceci vous permet d'obtenir des attestations et des crédits, mais ceci surtout nous permet de bonifier, d'améliorer l'ensemble des conférences. La conférence est enregistrée avec l'accord de nos présentateurs, donc elle pourra être écoutée en mode asynchrone. On vous enverra les liens pour pouvoir y avoir accès. Votre animatrice, Dr Ariane Courville, qui est à la Direction régionale de santé publique de la Gaspésie, va tout au long de l'activité vous accompagner. Alors, je vous présente donc les personnes qui présenteront, Dr Chantal Sauvageau, Dr José Mascotte, Dr Alexandra Kozowski et M. Daniel Vergara, qui vous présenteront l'ensemble du matériel. Encore une fois, ces personnes ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt. Je passe donc maintenant la parole à Dr Courville. Merci. Bon webinaire. Merci, Madame Sassine. Donc, voici le plan de la présentation. Tout d'abord, il va y avoir une présentation sur les généralités en vaccination COVID d'une durée de 40 minutes par Chantal Sauvageau de l'INSPQ. Ensuite, il y aura une présentation sur les travailleurs de la santé vaccinés d'une durée de 10 minutes présentée par José Mascotte de l'INSPQ. Ensuite, il y aura une présentation sur l'expérience de Montréal d'une durée de 12 minutes par Alexandra Kozowski et Daniel Vergara de la DRSP de Montréal. Et finalement, il y aura une séance de questions et d'interactions que j'animerai d'une durée de 25 minutes. Donc, les objectifs de cette conférence. À la fin de ce webinaire, les participants seront en mesure de décrire les modes d'action des différents vaccins et d'évaluer leur efficacité et leur sécurité respectives en fonction des clientèles visées.
de décrire le processus décisionnel et les éléments de gestion du risque à la base des recommandations pour la gestion des cas et contacts en milieu de soins chez les travailleurs immunisés ou non contre le SRAS-CoV-2, de se servir des indicateurs épidémiologiques et du contexte de travail pour identifier les milieux qui bénéficieraient davantage d'une vaccination prioritaire et d'adapter une démarche d'implantation ou de facilitation de la vaccination en milieu de travail et d'identifier les enjeux. Donc, merci beaucoup. On passe à la première présentation. Il s'agit de la présentation de Dr. Chantal Sauvageau. Chantal Sauvageau est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Elle est médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec et à la Direction régionale de santé publique de la capitale nationale. Elle est aussi chercheure dans l'équipe de recherche en vaccination du Centre de recherche du CHU de Québec et professeure agrégée à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Elle est membre actif du Comité sur l'immunisation du Québec, du CIC, depuis 2008. Ses principaux dossiers de recherche portent sur la vaccination contre les VPH, la varicelle, le zona et maintenant la COVID-19. Alors, à vous, Dr. Sauvageau. Merci beaucoup, Ariane, pour la présentation. Merci pour l'invitation à présenter. Donc, vous me faites signe si le son n'est pas bon. Je voulais juste ajouter que la présentation est possible grâce à l'aide plus que précieuse de ma collègue Gisèle Trudeau à l'INSPQ aussi. Et je voulais aussi vous mentionner que, effectivement, là, je n'ai pas de lien avec des compagnies qui font des vaccins ou des tests de dépistage COVID. Par contre, je suis membre du Comité sur l'immunisation du Québec et je vais parler donc de calendriers de vaccins qui ne sont pas homologués. Les vaccins sont homologués, mais pas les calendriers dont je vais parler. Alors, les objectifs ont été mentionnés. Alors, je vais y aller beaucoup par grandes questions. Il y en aurait eu pour plusieurs heures. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes. J'ai mis à la fin d'autres questions qui pourraient faire partie des questions à la fin dans la période d'échange. Donc, premièrement, pour parler de vaccination, on va essayer de comprendre les différents vaccins contre la COVID qui sont à notre disposition. Donc, d'abord, les vaccins à ARN messager, donc le Pfizer et le Moderna. Donc, ce sont des vaccins non vivants, donc qui sont vraiment uniquement faits à partir, en plus de la différence avec d'habitude, où est-ce qu'on se fait injecter directement une protéine, si on pense au vaccin hépatite B ou VPH. Bien, ici, on est tout simplement à une étape encore plus précoce où ce qu'on reçoit, c'est le code, c'est la recette pour que notre propre corps puisse développer une protéine. Ici, la protéine clé, c'est la protéine S là, de la spicule. Et donc, notre corps, une fois qu'il est en mesure de faire cette production de la protéine, la pousse à l'extérieur de la cellule, c'est reconnu par le corps comme étant un corps étranger et on développe, comme d'habitude, notre cascade de réponse immunitaire au niveau des anticorps, mais aussi au niveau de l'immunité cellulaire. Puis ensuite, l'ARN, donc la recette et l'enveloppe lipidique qui nous a amené cette recette à nous, qui est quand même très fragile, est ensuite éliminée rapidement par notre système immunitaire. L'autre volet, donc les vaccins qu'on appelle à vecteurs viraux, donc le AstraZeneca ou sa copie qui vient de l'Inde, qu'on appelle Covishield, et le Johnson & Johnson qui est homologué mais qui n'est pas encore disponible ici au Canada. C'est incessant que ça arrive. Dans le fond, c'est un peu le même principe. Par contre, au lieu que la recette de la protéine soit enveloppée par un peu une particule lipidique, c'est un adénovirus qui n'a pas la capacité de se répliquer, qui vient nous porter ce code-là pour que, encore une fois, notre corps provoque la stimulation, dans le fond, la création de cette protéine-là, et la même cascade s'ensuit au niveau de la stimulation du système immunitaire. Quelle est la stratégie de vaccination et dans le contexte de pénurie, sur quoi s'est basé l'ordre de priorité qui a été établi? Donc, d'abord, les grands objectifs de cette stratégie de vaccination-là, ici et à peu près partout dans le monde, c'est d'abord et avant tout de prévenir les maladies graves, donc les hospitalisations, les décès, les complications, et également le maintien de notre système de santé, à la fois pour traiter les problématiques COVID, mais l'ensemble des problématiques également.
Et la stratégie principale qui a été mise de l'avant, c'était de protéger directement en premier les personnes vulnérables, surtout qu'au départ, on avait encore peu de données au niveau de la capacité à bien éviter la transmission. Et vous allez voir un peu plus loin là, qu'on avance dans nos connaissances à ce sujet-là, mais on se reporte là, au mois de décembre quand on a fait cette recommandation-là et que les autres pays l'ont fait aussi. Donc, on s'était fixé un objectif opérationnel, puis donc la priorisation était nécessaire dans le contexte où on a une population entière à vacciner, un approvisionnement limité graduel en vaccins et aussi dans le contexte où certaines populations sont plus lourdement touchées par la maladie. On se reporte, donc, comme je le disais, en décembre, on a regardé les données associées à la deuxième vague, donc de septembre à décembre, et on a mis en ordre les populations, les sous-populations qui avaient été les plus touchées au niveau des décès, des hospitalisations et de la fréquentation des soins intensifs. Et on a ajouté à ça les travailleurs de la santé très haut dans les priorités, puisqu'on avait aussi, comme je l'ai dit juste avant, un objectif de maintien du système de santé le plus intact possible. Et donc, pour eux, ce n'est pas parce qu'ils avaient un poids lourd au niveau des décès ou des hospitalisations, mais c'est plutôt pour combler le deuxième objectif. Et donc, avec une prévision qu'on avait en décembre de 1,3 million de doses jusqu'à la fin mars, si on donnait 2 doses à tout le monde d'emblée à 21 ou 28 jours d'intervalle, ça nous permettait de couvrir les 4 premiers groupes et de ne pas toucher du tout aux 2 autres groupes avant avril. Et on se rappelle que notre ordre de priorité des 6 premiers groupes permettait, dans le fond, de pouvoir éviter une grande proportion des décès, puisque à eux seuls, ces 6 groupes-là touchaient 92%, étaient responsables de 92% des décès à cette deuxième vague-là. Et c'est juste pour pointer là, que quand même les personnes de 70 ans et plus, qui incluent les 80 ans et plus, qui n'auraient pas été touchées là, par la possibilité de les vacciner si on avait d'emblée donné 2 doses à tout le monde, bien, ça représentait 40% des hospices et des soins intensifs et 27% des décès à la deuxième vague. Donc, on a ça en tête au niveau du fardeau plus général. Plus spécifique au niveau aussi, beaucoup de questions actuellement au niveau des maladies chroniques. Donc, dans l'ensemble des analyses, c'est vraiment l'âge qui est le facteur clé pour faire des maladies plus graves ou en décéder. Ici, c'est la figure des décès. On voit que peu importe qu'on ait ou pas des maladies chroniques, c'est vraiment l'âge qui est le facteur clé. Par contre, chez les plus jeunes, on voit quand même que le décès est davantage présent lorsque la personne a une maladie chronique. Et juste pour attirer votre attention dans l'ordre de priorité, là, le grisé plus pâle, si on regarde juste 70-79 ans, ben, la probabilité de décéder était beaucoup plus élevée que les malades chroniques de 60-69 ans ou même de 20-59 ans. Donc, on avait ça en tête aussi là, quand on a mis nos premières priorités. Ça, c'était fardeau. Qu'est-ce qu'on avait maintenant et qu'est-ce qu'on a depuis au niveau de l'efficacité? Mais si on se rapporte à ce moment-là, donc on avait à ce moment-là uniquement les 2 vaccins ARN. On avait le Pfizer et entre autres la publication clé qui avait rapporté le super 95% d'efficacité après 2 doses, mais 50% d'efficacité après 1 dose parce qu'il commençait à compter dès la journée où on reçoit le vaccin. Donc, ça avait fait beaucoup jaser sur, mais si c'est pour être 50%, il me semble qu'on devrait d'emblée donner 2 doses. Par contre, quand on réanalysait, comme on doit toujours le faire en efficacité vaccinale, où on ne s'attend pas que la journée qu'on est vacciné ou le lendemain, on ait déjà notre système immunitaire top avec toute sa production de l'immunité cellulaire et humorale. Et quand on refaisait le calcul en commençant à compter à 14 jours, on avait 92% d'efficacité avec un intervalle de confiance. Donc, on pouvait se dire que ça n'allait pas plus bas que 69%, basé sur les essais cliniques et sur une courte période, puisque la grande majorité de ces participants aux essais cliniques ont reçu leur deuxième dose, dans un cas à 21 jours et dans l'autre cas à 28 jours après la première dose. On avait exactement le même genre de données avec Moderna, mais eux, au moins d'emblée, ils ont publié leurs résultats après 1 dose en excluant les 14 premiers jours et ils arrivaient magiquement au même 92%, énormément de similitudes entre ces 2 vaccins avec la plateforme ARN messager.
Donc, on avait ces informations-là avec peu de données de recul sur la durée d'efficacité après une dose, mais également quand même peu de données de recul avec 2 doses. Là, au moment de l'homologation, c'était maximum 4 mois de suivi qu'on avait. On est rendu à 6 mois là, de publiés ou de connus et les études se poursuivent. On savait pour l'ensemble des autres vaccins que quand l'intervalle est plus grand entre les doses, on a une meilleure réponse immunitaire. On sait que la première dose, c'est toujours celle qui donne la plus grande proportion de la protection. C'est vrai pour rougeole, varicelle, hépatite. Dès que tu as une dose, ta probabilité d'en décéder de cette maladie-là, évitable par la vaccination ou d'aboutir à l'hôpital, est grandement réduite. Et après, les doses supplémentaires viennent bonifier cette protection-là et souvent aussi aider à la durée de la protection. On n'avait clairement pas de données spécifiques pour savoir c'est quoi l'intervalle optimal à utiliser pour les 2 vaccins qu'on avait uniquement à ce moment-là, le Pfizer et le Moderna. Mais, et ça, je pense que c'est pas tout le monde qui le sait, on avait déjà à ce moment-là des données quand même avec un vaccin COVID, le AstraZeneca, que maintenant on connaît mieux, et également un vaccin influenza qui avait eu des études chez l'humain de phase 1 qui utilisait cette plateforme ARN messager qui, bien sûr, est plus nouvelle dans l'utilisation chez l'humain, puisque c'est la première fois là, qu'on se rend jusqu'à l'homologation et l'utilisation chez l'humain. Donc, juste un petit, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, là, mais juste, donc, on avait déjà à l'époque pour le vaccin AstraZeneca, qui était homologué et utilisé en Angleterre, une démonstration claire que la réponse en anticorps était beaucoup plus grande si les 2 doses étaient espacées de plus de 12 semaines par rapport à les données de façon rapprochée. On l'avait aussi en efficacité. Et j'attire votre attention ici, ça va être déjà jasé pour un peu plus tard quand je parle de les distinctions en termes d'efficacité entre les différents vaccins. Donc ça, c'est issu de l'essai clinique de phase 3 du vaccin AstraZeneca. Donc, après une dose contre les infections, donc pas les infections graves ou les complications, mais l'ensemble, tout type d'infections était à 62% après 2 doses. Par contre, c'est très similaire à une dose. Là, les intervalles de confiance se recoupent. Dans le fond, on questionne beaucoup l'apport de la 2e dose, surtout si les données rapprochées pour ce vaccin. On pouvait aller chercher un peu plus de 80% là, dans cet essai clinique-là lorsque les 2 doses avaient été espacées de plus de 12 semaines. Donc, on garde ces chiffres-là en tête pour un peu plus tard. Puis l'autre vaccin, donc c'est ça, l'étude de phase 1 qui avait été publiée pour un H7N9 avec une plateforme ARN messager. Non, ce n'est pas COVID, c'est influenza, mais au moins dans le proof of concept de est-ce que cette technologie-là répond un peu pareil comme nos autres vaccins. Bien, en tout cas, on avait cet exemple-là où oui, 6 mois d'intervalle versus 21 jours d'intervalle, bien le 6 mois pouvait donner jusqu'à 10 fois plus de réponses en anticorps qu'un calendrier plus rapproché. Mais je suis d'accord, c'était influenza et c'était une phase 1. Cette influenza-là n'est pas devenue pandémique et donc les études ne se sont pas poursuivies ensuite jusqu'à la phase 3 ou à l'homologation, heureusement. Et donc, ça avait amené le Comité sur l'immunisation du Québec à recommander que dans le contexte de la pénurie de vaccins, de l'approvisionnement très graduel, idéalement donner une dose aux 6 premiers groupes prioritaires et de mettre en place une surveillance étroite de l'efficacité de la vaccination sur le terrain. Qu'en est-il? Donc, on sait qu'une fois sur le terrain, ben la vie, je dirais, parfaite des protocoles d'essais cliniques randomisés est un peu effritée. Donc, la vraie vie, c'est plusieurs fois où on doit bouger les vaccins, des gens souvent beaucoup plus vulnérables que ceux qui ont fait partie des essais cliniques. Et donc, on peut s'attendre souvent que l'efficacité sur le terrain peut être un peu moindre que les essais cliniques. Donc, on aime mieux quand c'est aussi haut, surtout quand c'est si haut au-delà de nos espérances. Si on a en tête notre efficacité de vaccination influenza, déjà d'avoir 60, 70, 80 et là, une possibilité de 95% d'efficacité, incluant chez des personnes âgées, c'était au-delà de nos espérances. Donc, dans la vraie vie, mesurée ici au Québec, après une dose, on a environ 80% d'efficacité mesurée avec différentes méthodes. Donc, vous avez la vie du cycle, là, si vous voulez plus d'informations, et également une indication claire via les données de surveillance là, qui sont disponibles sur le site de l'Institut, un impact important même pour les plus vulnérables, où ce qu'on s'attend qu'il y ait une réponse moindre au vaccin, et je vais y arriver spécifiquement à ce groupe-là juste après, une réduction marquée là, de 20 fois des décès suite à la vaccination.
population qui a été très hautement vaccinée, là, avec des couvertures vaccinales souvent en haut de 90% pour les résidents en CHSLD. Donc, une étude aussi fort intéressante là, qui vient de l'Écosse où ils comparaient, parce qu'ils ont utilisé à la fois le vaccin Pfizer et le vaccin AstraZeneca. Et donc, après une dose au niveau des hospitalisations, une très belle efficacité est très comparable là, entre le Pfizer ou le AstraZeneca après une dose. Et très bonne nouvelle qui est arrivée ici et qui a amené une recommandation différente à plusieurs endroits pour le AstraZeneca parce que tantôt, quand je vous ai parlé de AstraZeneca, j'ai peut-être pas assez mis l'emphase, mais on avait très peu de données dans l'essai clinique de phase 3 de AstraZeneca de mesures d'efficacité avec peu de participants en haut de 65 ans. Donc, ça avait amené, là, on a la préoccupation inverse avec la question de la thrombose sur l'âge minimal, mais on avait au départ des questionnements et plusieurs pays avaient recommandé de ne pas vacciner en haut de 65 ans avec ce vaccin-là, puisque uniquement les données de phase 3 n'étaient pas très appuyées pour nous assurer que le vaccin allait bien fonctionner chez les personnes plus âgées, mais les études terrain, parce qu'en Angleterre, ils ont, et la portion écossaise aussi, ont utilisé dès le départ AstraZeneca et Pfizer, peu importe l'âge, et ça nous a donné donc des résultats très similaires chez les jeunes en bas de 65 ans et les personnes plus âgées et clairement très, très similaire entre les différents vaccins pour les formes sévères de la maladie, donc une très bonne protection. Au niveau de la maladie symptomatique, en Angleterre, après une dose, ils ont des niveaux d'efficacité un peu plus bas que nous, donc ils sont plus au niveau de 60-75% d'efficacité, très similaire ici aussi entre les deux vaccins. On est toujours après la première dose. Puis au niveau des hospitalisations, comparable entre les deux vaccins, autour de 80%. Et plus spécifiquement pour les résidents CHSLD, donc quelques études, entre autres celle-ci avec 10 000 résidents effectués en Angleterre, où à ce moment-là, c'était le variant, leur variant, le B1.1.7 qui était prédominant comme celui qu'on a présentement ici et montrait une efficacité spécifiquement dans ce groupe-là un peu plus faible. Donc, on n'est pas à notre 80% observé ici au Québec, plutôt autour de 65-70%, mais similaire entre les deux vaccins. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui faisaient quand même l'infection avaient une charge virale moindre et semblaient avoir en proportion moins de risque de compliquer, d'aller à l'hôpital ou d'en décéder. Une autre étude au niveau des résidents CHSLD, un plus petit nombre de résidents montrait que l'efficacité vaccinale mesurée 14 jours après la première dose, on sait qu'en tout cas dans nos données ici, également celles de l'Angleterre et d'Israël, et particulièrement pour les personnes âgées, 14 jours, c'est pas suffisant. On voit que la protection, elle continue à s'augmenter et devenir maximale plutôt après 21 ou même 28 jours après la première dose. Mais donc, ils observaient 63% d'efficacité après la première dose, donc un peu plus bas également que d'autres populations comme les travailleurs de la santé. Et cette étude, auprès d'un grand nombre, montrait une très faible efficacité après la première dose, à la fois pour les travailleurs de la santé et les résidents CHSLD. Et le gain après la deuxième dose semblait moindre chez les résidents CHSLD que chez les travailleurs de la santé. Il y a certains bémols avec cette étude-là parce que le risque d'infection de base, quand on le mesure dans les premiers jours après le vaccin, était très différent. Donc, comme si ceux qui étaient vaccinés étaient ceux les plus à risque de contracter le virus. Et donc, il y a possiblement là, une sous-estimation de l'efficacité vaccinale dans cette étude-là. Mais quand même, c'est des données qui existent et qui nous amènent quand même à conclure au niveau de l'efficacité qu'elle peut être moindre chez les résidents en CHSLD, ce qui n'est pas farfelu là, et qu'on voit avec d'autres vaccins, même parfois pour l'influenza, quand on a 20% d'efficacité, on est content dans cette population-là et on sait que même dans la population adulte, quand on a 60%, on est heureux. Alors, ça, c'était les données d'efficacité. Il y a beaucoup de données d'immunogénicité au niveau de la réponse en anticorps pour ces groupes particuliers-là, comme les résidents CHSLD, mais et qui montrent souvent que les anticorps sont beaucoup moindres dans cette population-là que dans d'autres populations. Ce qui est étonnant avec la COVID, c'est qu'on n'a pas de marqueur encore pour dire ça prend tel niveau d'anticorps et ça va nous donner telle infection.
Et encore plus, comme dirait notre collègue Gaston, c'est comme si les anticorps, des fois, ils nous racontent des histoires parce qu'ils sont très peu nombreux, puis pourtant, on voit une protection fort intéressante. Donc, il nous reste encore à mieux comprendre le rôle des anticorps et peut-être aussi, et particulièrement peut-être la réponse au niveau cellulaire, là. On n'est pas encore très bon pour bien la mesurer, mais elle semble vraiment présente pour aider à ne pas faire la maladie et si on la fait, au moins la faire plus légère, si on a au moins eu une dose. La fameuse question, est-ce que les vaccins fonctionnent contre les infections asymptomatiques et vont-ils pouvoir aider à réduire la transmission? Donc, de plus en plus d'études qui montrent que oui, il y a une réduction des infections asymptomatiques, de la charge virale, de la durée d'excrétion. Est-ce que je suis capable de vous donner un chiffre précis? Malheureusement, non. On est encore en utilisant des adjectifs et donc je reprends un peu un libellé de mon collègue Philippe Devaz là, qui dit clairement et particulièrement quand on aura nos 2 doses, la protection elle est très élevée pour ne pas faire la maladie nous et sans doute élevée pour réduire les infections asymptomatiques et la transmission du virus à un contact. Combien de temps ça va durer? On entend beaucoup la question, est-ce qu'il va falloir se faire vacciner à chaque année? Tout ça, je n'ai pas de boule de cristal et il est trop tôt pour pouvoir dire est-ce que ça va être de très longue durée les vaccins et ça va dépendre aussi de leur capacité à bien nous défendre contre des variations du virus. Mais au moins, on est rendu à des données de 6 mois de suivi là, avec une bonne persistance au niveau des anticorps. Mais comme je l'ai dit tantôt, les anticorps, ça ne répond pas à tout. Et les études se poursuivent, donc ça pourra faire l'objet d'une future présentation. Combinaison de vaccins, qu'est-ce qu'on a comme données? Très peu, on en a chez l'animal, je vais vous présenter à la diapo suivante. Et donc, présentement, en l'absence de données disponibles chez l'humain, la recommandation plus générale actuellement, je dis bien actuellement, est de recommander le même vaccin pour la seconde dose lorsque c'est possible. Par contre, on n'a pas d'inquiétude qu'on fasse des combinaisons de vaccins avec les types de vaccins dont on dispose ici. Et si on n'a pas le vaccin ou on ne sait pas finalement ce qui a été donné à la première dose, ça ne devrait pas être le cas parce qu'on a un super registre de vaccination qui compile tout ça. Mais à ce moment-là, on va utiliser, lorsqu'on peut, un vaccin de même catégorie. Donc, si par exemple, j'ai un Pfizer, j'ai pas de Pfizer, je peux utiliser un Moderna et vice-versa. Puis si on n'a pas, on peut quand même utiliser n'importe lequel qui est disponible là pour ne pas retarder la vaccination. Et si on a donné un deuxième qui n'était pas le même, pas question de redonner une troisième dose. On n'a pas plus de données là, pour 3 doses, 4 doses. Donc, je dirais, c'est une opinion d'expert présentement là, qu'il n'y a pas d'inquiétude, mais les données chez l'humain vont venir bientôt. Avec entre autres une bonne étude là, Comcov en Grande-Bretagne qui évalue la sécurité et la réponse en anticorps de différents calendriers qui jumellent Pfizer et AstraZeneca. Et comme je le disais, là, on a quand même une étude chez l'animal qui nous montre qu'il pourrait avoir même une meilleure réponse et en anticorps et en immunité cellulaire en combinant 2 catégories de vaccins, donc un ARN messager et un AstraZeneca. Et d'autres études là, à venir aussi en France, en Allemagne, il y en a aux États-Unis aussi, où il y a cette combinaison qui est regardée là, même entre les ARN messagers et les vecteurs viraux. Et il y a certaines compréhensions là, que peut-être les vecteurs viraux ont particulièrement une bonne réponse pour l'immunité cellulaire et peut-être que les ARN messagers ont particulièrement une bonne réponse au niveau des anticorps. Les deux ont des bonnes réponses pour les deux, mais il y a aussi une logique derrière là, à comprendre qu'il y a peut-être un avantage, mais en tout cas, au moins évaluer qu'il n'y a pas une perte de réponse et d'efficacité en les combinant. Donc, ça va sûrement suivre dans les prochaines semaines, mois, beaucoup de données à cet égard-là parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et on le connaît pour d'autres vaccins, c'est des calendriers mixtes, c'est pas nouveau. Bon, la question des variants, donc c'est certain que ceux qui nous préoccupent particulièrement, c'est ceux qui ont des mutations qui viennent jouer sur notre capacité à se défendre, soit après avoir fait l'infection comme telle, donc l'immunité naturelle, ou après être vacciné. Et puisque les premiers vaccins, dans le fond, sont ont été montés avec la souche, disons, originale en tête. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que le variant qui explique, je pense maintenant, près de 85-90% de nos souches ici au Québec, donc le variant
originalement du Royaume-Uni, répond bien. Alors, on est content de voir qu'il y a quand même une très bonne neutralisation in vitro. On le voit sur le terrain. Donc, les études qui nous sortent de l'Angleterre, c'était déjà majoritairement ce variant-là qui circulait et on voit une très bonne efficacité à la fois avec les vaccins ARN messagers et vecteurs viraux. Donc, ils ont utilisé, eux, l'AstraZeneca à plus de 20 millions de doses et quand on voit, comme la semaine passée, les bars ouvrir, ça nous donne une petite bouffée d'air et on espère que ça va bien se passer aussi de notre côté. C'est un peu moins bon du côté du variant Afrique du Sud pour l'ensemble des vaccins parce qu'il y a, entre autres, là, la mutation 484 là, qui nous tanne par rapport à sa capacité là, à esquiver notre réponse immunitaire. Pour l'instant, c'est pas très fréquente au Québec d'un point de vue de l'ensemble de la province. Par contre, plus contagieux, je ne l'ai peut-être pas dit, là, mais pour la première la souche du Royaume-Uni, je pense que tout le monde le sait, là, plus contagieux. Au niveau de la sévérité, ça reste un peu différent selon les études. Pour celui de l'Afrique du Sud, ça semble plus clair qu'il y a à la fois une contagiosité et possiblement aussi une plus grande sévérité. Mais là, l'enjeu principal, c'est vraiment la perte d'activité neutralisante in vitro pour les vaccins existants. L'autre élément aussi, c'est qu'on a une étude, pas très grosse, qui portait chez des adultes plus jeunes, donc uniquement contre les formes légères et modérées, qui montrait à peu près pas d'efficacité du vaccin AstraZeneca contre cette souche-là. Par contre, la bonne nouvelle de son cousin, là, le vecteur viral aussi, mais le Johnson & Johnson à venir a montré une bonne efficacité contre les formes modérées à sévères de cette souche-là. Donc, peut-être qu'on fait quand même la maladie, mais on la fait de façon moins grave et on n'aboutit pas à l'hôpital. Et on a encore très peu de données avec les vaccins à ARN messager contre cette souche-là. Donc, une donnée de Pfizer qui dit c'est merveilleux, puis une donnée terrain qui nous dit c'est pas très bon. Donc, on va attendre des données publiées là, pour pouvoir statuer sur la réelle efficacité de l'ensemble des vaccins contre cette souche-là, mais c'est préoccupant. Je ne parle pas des autres souches parce qu'au niveau de la vaccination, on a très peu de données, encore moins de données que ces deux-là. Donc, entre autres, le brésilien, tout ça, on attend des données terrain là, pour voir et même au niveau laboratoire, là, ça a été moins étudié que les deux que je viens de présenter. Il me resterait un volet au niveau des réactions possibles. Donc, on commence plus le bloc sécurité. Donc, c'est des vaccins qui ont quand même une bonne réactogénicité mesurée dans les essais cliniques, donc avec une douleur au bras chez une majorité de gens. À peu près la moitié vont se plaindre de fatigue, de maux de tête, un peu plus élevé après la deuxième dose pour les ARN messagers et l'inverse pour les vecteurs viraux. Et peut-être à mentionner là, que certains, quand même, après le vaccin Moderna, peuvent avoir des ganglions au niveau de l'aisselle, donc du côté vacciné. C'est vrai pour tous les vaccins, mais c'était un peu plus observé avec ce vaccin-là. Et également une réaction qui peut venir plus tardivement. Après 5-6 jours qu'on est vacciné, ça allait bien. Puis là, on se met à avoir une douleur, une rougeur, une enflure. On voit ça quand même assez fréquemment avec le vaccin Moderna. Ce qui nous intéresse davantage, donc et préoccupe davantage, c'est les thromboses qui peuvent survenir après la vaccination avec les vaccins à vecteurs viraux, donc qui ressemblent à la thrombocytopénie prothrombotique induite par l'héparine, donc quelque chose qui était connu avant. Là, en anglais, on l'entend plus, là, c'est le HIT, qui est donc associé, très rare, mais associé à certaines personnes qui reçoivent de l'héparine, où ça a été vu aussi, cette réaction-là, à la suite de chirurgie, entre autres du genou, de remplacement de genou avec la prothèse, ou même à la suite de certaines infections virales ou bactériennes. Et là, c'est maintenant bien compris que oui, le vaccin amène cette cascade, malheureusement, du système immunitaire lui-même qui vient activer les plaquettes à mauvais escient, là, à faire trop de caillots et à boucher une veine, et souvent des grosses veines, et à faire en sorte qu'il n'y a plus de plaquettes. Et donc, ça amène un caillot et une possibilité de saigner. Donc, il y a quand même beaucoup de défis au niveau clinique associés à cette condition-là. Donc, vous vous rappellerez, on a fait une première recommandation le 29 mars pour recommander de suspendre l'utilisation de AstraZeneca ou du Covishield chez les moins de 55 ans. Et ça continue là, à les données à s'accumuler que ça survient, ces rares événements-là thrombotiques, entre 4 à 20 jours après la vaccination. Et dans le fond,
si on a des symptômes. C'est des symptômes qui, de toute façon, doivent amener à consulter, là, qu'on ait reçu un vaccin ou pas. Et une très bonne directive qui est arrivée du ministère, très claire là, pour l'aspect clinique, donc de s'assurer qu'on prend bien en charge parce que la chose à ne pas donner quand on a ce type de réaction-là, je le répète, rare, mais si elle survient après la vaccination, il faut allumer que c'est peut-être pas une thrombose classique, mais bien un autre mécanisme et on ne donne pas d'héparine, on utilise autre chose pour tenter de dissoudre le caillot. Et dans le contexte de la troisième vague, la meilleure compréhension de ce phénomène-là, le CIC a été amené à se pencher. Est-ce qu'on pourrait le considérer chez les moins de 55 ans? Et donc, on a fait avec plusieurs collègues là, à l'Institut, entre autres à Rodica et Gaston, on regardé dans nos données au Québec, voir quelle est la balance entre les bénéfices escomptés et la probabilité, malheureusement, de faire des thromboses avec thrombocytopénie. Et on a analysé, dans le fond, dans le contexte où on a fait l'hypothèse que ceux qui recevaient le AstraZeneca pouvaient gagner environ 4 semaines versus attendre un vaccin à ARN messager. Donc, on a utilisé uniquement cette période-là parce que c'était en lien avec les approvisionnements qu'on est supposé recevoir des différents vaccins. Et on a comparé aussi l'issue très grave au niveau des hospitalisations et même spécifiquement de l'unité des soins intensifs parce que si la thrombose arrive, c'est quand même un phénomène grave et donc on voulait y aller avec une issue quand même qui est la plus comparable possible en sachant quand même que le vaccin va prévenir aussi des formes plus légères, des complications à court terme ou à long terme, mais qui n'ont pas été tenues compte là, ici dans le calcul précis de la balance qui a été fait. On a utilisé les chiffres qui venaient de l'Angleterre sur le risque de faire cet événement indésirable suivant la vaccination et on a utilisé une efficacité vaccinale à 80%. Et donc, dans la vie du cycle, j'aime bien cette figure où on voit vraiment, tu sais, pourquoi donc ils ont arrêté à 45 ans? Bien, c'est parce qu'on voyait clairement une différence. Ici, les lignes bleues, c'est les soins intensifs prévenus. Donc, c'est pas le reste de tout l'ensemble du fardeau, mais c'est si on devance de 4 semaines en prenant le AstraZeneca au lieu d'attendre un ARN messager, ben, la balance entre les cas prévenus de soins intensifs versus le risque de faire une thrombose avec thrombocytopénie nous apparaissait vraiment clairement plus clair à partir de 45 ans. Et le petit gris ici, c'est qu'on a aussi fait, dans le fond, le scénario où on manque des thromboses avec thrombocytopénie et si on double ce risque-là pour voir avec les différents groupes d'âge cette balance, et je le redis, c'est uniquement sur le outcome de soins intensifs. Et ici, une infographie qui a été faite, qui est disponible aussi là, sur le site de l'Institut, où on a à gauche les cas possibles de thrombose après la vaccination et les cas qui peuvent être prévenus. Et uniquement ici, c'est les hospices en vert plus pâle et les soins intensifs au niveau du vert plus foncé. Et donc, dans le contexte actuel d'une troisième vague qui était en croissance, là, présentement, on peut dire qu'elle est plus en stabilisation, tant mieux. Et dans le fond, après avoir analysé cette balance-là, on a fait la recommandation que les 45 ans et plus, c'était très clair que les avantages surpassaient les inconvénients. Et on a aussi rappelé que les gens qui ont des maladies chroniques, et c'est particulièrement vrai quand on diminue en âge, où là, la probabilité de compliquer de la COVID là, a une bonne marge entre quelqu'un qui a une absence ou une présence de maladie chronique et de favoriser particulièrement la vaccination dans ces groupes-là. Et on se rappelle que le fait d'avoir fait déjà des thromboses dites classiques ne sont pas considérés des risques pour ce phénomène qui est tout autre, là, qui est une réponse du système immunitaire à la suite du vaccin. Peut-être on pourra voir plutôt avec les questions, les points qui vous intéressent particulièrement. Donc, juste peut-être rapidement, et c'est beaucoup dans l'actualité présentement, donc la vaccination des femmes enceintes, est-ce qu'il y a des enjeux? Donc, on a quand même très peu de données sur la vaccination. Donc, près de 80-90 000 femmes enceintes aux États-Unis ont été vaccinées, mais 4 ou 5 000 sont vraiment dans le suivi plus précis où on connaît l'issue de grossesse, tout ça. Il n'y a pas vraiment de crainte avec les types de vaccins non vivants qu'on a actuellement, mais ça demeure des opinions d'experts. Certains disent il faut recommander vacciner
très rapidement ces femmes. D'autres sont plutôt plus modérées, je dirais, en disant, bien, quand c'est leur tour, on y va. Donc, le SIC est en train de revoir l'ensemble des données sur ça. Donc, de plus en plus de données montrent que les femmes enceintes, juste le fait d'être enceinte augmenterait le risque d'avoir des complications, besoin de ventilation et des fois d'avoir à rapprocher le moment de l'accouchement. Donc, vraiment, de plus en plus, là, il y a certaines provinces qui vont de l'avant, même en le mettant comme un groupe prioritaire, là, certains, comme en France, au même niveau que les 70 ans et plus. Donc, pour l'instant, c'est pas besoin de prescription. Les femmes enceintes sont invitées à se faire vacciner. Il y a beaucoup d'avantages à être vaccinées également pour la femme enceinte. Ça demeure quand même un choix personnel et, comme je disais, dans le contexte où on a quand même peu de données au niveau de la vaccination, dans les essais cliniques, les femmes enceintes étaient exclues. C'est la même chose pour les patients immunosupprimés. On n'avait pas de données au départ là, chez les immunosupprimés qui avaient été exclus des essais cliniques. Et on s'attend, on voit que la réponse immunitaire est moins grande, on s'attend, on n'a pas encore de données d'efficacité, on s'attend que ça peut être moins élevé par contre dans la balance. Il y a beaucoup d'avantages à être vacciné pour eux et c'est fortement recommandé et pour les immunosupprimés et pour ceux qui ont des maladies chroniques, incluant les maladies auto-immunes. Pour l'allaitement, il n'y a vraiment pas de crainte et on considère vraiment que les bénéfices depuis le début surpassent les risques là, avec la compréhension qu'on a de ces vaccins-là. Et la question, c'est les enfants. Donc, on a vu des communiqués de presse de la compagnie pour des données très bonnes en sécurité et en réponse en anticorps chez les 12-17 ans pour Pfizer, plusieurs études en cours sur la vaccination des enfants. Puis, peut-être pour amorcer la présentation d'après, donc l'impact de la vaccination sur nos mesures de santé publique. Présentement, je dis bien présentement, il n'y a pas de changement dans l'évaluation et la gestion du risque, sauf pour les travailleurs de la santé. Dr Mascotte va vous en parler. Puis, on n'a pas encore non plus de changement dans les mesures sanitaires qui visent la population générale. Donc, travailleurs de la santé, ça va faire l'objet de la prochaine présentation. Mais à l'échelle internationale, on voit quand même beaucoup de mouvements en ce sens-là au niveau de permettre des assouplissements pour les personnes vaccinées, que ce soit au niveau des rassemblements intérieurs sans masque ni distanciation aux États-Unis, Irlande, Suède, pas d'isolement au niveau du dépistage, pas de test, pas de quarantaine, pas de retrait aux États-Unis. Puis, le fameux passeport immunitaire ou le certificat de vaccination qui peut permettre, le classique, là, c'est le Green Card en Israël où c'est avec ça qu'on rentre au gym ou au restaurant. Et la plupart utilisent 2 doses avant de bouger, mais là, comme la Norvège et la Suède utilisent 3 semaines après une première dose. Et je pense que c'est très bien de considérer davantage 3 semaines que 2 semaines après une première dose, là, particulièrement chez les patients plus âgés. 2 semaines, c'est pas assez, là. On va chercher encore du gain après. Et donc, je termine en vous disant qu'il y a plusieurs ressources disponibles en ligne, dont, bien sûr, notre protocole d'immunisation qui bouge à chaque semaine avec tous les changements. Mais donc, assurez-vous, c'est la version en ligne qui est à jour et ne pas hésiter à s'y référer quand vous avez des questions. Et son complément, qui est le question-réponse du ministère sur les vaccins, qui va plus en profondeur, nos avis du SIC, certaines présentations narrées sur le site de l'Institut. Et je rappelle la directive très, très bonne et importante là, pour les cliniciens dans vos régions sur comment aborder une thrombose qui pourrait survenir après la vaccination. Plein de sujets pour vous inviter à poser des questions, peut-être à la période d'échange là, sur plein d'autres sujets que j'aurais pu aborder, mais j'ai dû faire des choix. Je remercie en plus de Gisèle, ma collègue Geneviève Boilly et toute l'équipe en vaccination qui m'ont aidé à préparer cette présentation-là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Sauvageau. On garde les questions pour la fin et on passe tout de suite à la présentation de Dr Josée Massicotte. Dr Massicotte est diplômée de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en 1986. Elle a une expérience clinique de 15 ans comme médecin de famille en cabinet privé auprès de la clientèle hospitalisée en CHSLD et en CLSC dans plusieurs établissements de la Montérégie. Elle a aussi 20 ans d'expérience comme médecin conseil au sein du secteur maladies infectieuses et gestion des menaces à la Direction régionale de santé publique de la Montérégie, du CIS de la Montérégie-Centre, dont son dossier principal était celui des infections nosocomiales. Elle s'est jointe à temps partiel à l'équipe immunisation et infections nosocomiales de la Direction des risques biologiques et de la santé au travail, des RBST, de l'INSPQ depuis quelques années. Alors, je vous laisse la parole.
Merci. Alors, bonjour tout le monde. On y va pour le partage d'écran. J'espère que je n'aurai pas de problème. Alors, donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de présenter la mise à jour des recommandations du 5 pour la gestion des travailleurs de la santé vaccinés. Bon, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, le contexte, en décembre, à partir de décembre 2020 et janvier 2021, en pleine deuxième vague, la vaccination des travailleurs de la santé, la phase 1, a débuté. En même temps, en tout cas, déjà fin janvier, on savait qu'il y avait présence de souches de variants au Québec et il y a un programme de surveillance génomique des variants du virus SARS-CoV qui a débuté là, au Québec. Si bien que le Comité sur les infections nosocomiales du Québec, à partir du début mars, on a considéré qu'il fallait quand même mettre à jour nos documents sur la prise en charge des travailleurs de la santé dans les milieux de soins, afin de tenir compte, bien entendu, du statut vaccinal des travailleurs de la santé, parce qu'il y avait de plus en plus de travailleurs de la santé qui avaient reçu une première dose de vaccin, et aussi en tenant compte de l'exposition de nos travailleurs de la santé à d'éventuels cas de variants. Alors, toujours début mars, donc au moment où nous, on entamait nos discussions et tout ça, la proportion de souches de variants qui circulaient au Québec était de l'ordre d'à peu près 25 ce qui vient qu'à cette époque-là, quand on a fait notre mise à jour début mars, à ce moment-là, on avait une approche un peu différente si notre travailleur de la santé avait été exposé à un cas qui était une souche de variant ou non. Mais comme vous le savez très bien, la proportion, les souches de variants, si on veut, dominent un peu le portrait épidémiologique au Québec, ce qui fait qu'en l'espace de 6 semaines, la proportion de variants est de l'ordre de 80 selon justement les courbes de projection qui sont produites par l'INSPQ, mais aussi selon les données de résultats de criblage. Donc, comme vous voyez ici, en date du 20 avril, il y a quand même environ 80 là, des variants au Québec qui sont, je veux dire, de tous les cas de COVID qui sont criblés, il y a quand même 80 que ce sont des variants. Et pour l'instant, c'est quand même la souche du Royaume-Uni qui est vraiment prédominante avec 93 Donc, tout ça nous a amené à revoir nos recommandations pour la gestion des travailleurs de la santé. Donc, on a procédé par une démarche de gestion de risque et je vais vous présenter brièvement les éléments qui ont été considérés là, dans le cadre de cette démarche-là. Donc, c'est sûr que, comme ça a été quand même brièvement mentionné par ma collègue, on sait très bien que les souches de variants sont reconnues pour, entre autres celui du Royaume-Uni, on sait très bien que, étant plus contagieux, ça augmente l'incidence de la maladie. Alors, selon toujours les données, là, à partir des données de vigie des cas de COVID, le RT calculé là, en date du 12 avril, à partir justement de l'incidence au Québec est d'environ de 1,34. Bon, pour les lignées d'Afrique du Sud et Brésil, on sait qu'ils ont une plus grande contagiosité, une plus grande gravité. Nous, quand on fait justement notre tour d'horizon, puis on regarde justement au niveau de la littérature grise, les recommandations de mesures de prévention, de contrôle des infections qui doivent être appliquées autour des cas de COVID qui sont infectés par des souches de variants, l'ensemble, justement, des experts internationaux, etc., sont à l'effet qu'il n'y a pas d'évidence, comme il n'y a pas d'évidence que les modes de transmission des souches de variants du virus SARS-CoV-2 soient différents par rapport aux autres souches, ou la souche d'origine. C'est pour ça que nos mesures de PCI qui sont appliquées autour des cas de COVID dans nos milieux de soins, sont toujours considérées adéquates. On a aussi regardé les données d'efficacité vaccinale
Donc, je ne reviendrai pas là-dessus parce que ça a été très bien présenté par Dr. Sauvageau. Fait que nous, on a regardé, grosso modo, c'est ça, c'est quoi la protection offerte par la vaccination. On s'est concentré sur les vaccins ARN, le Pfizer et Moderna, considérant que c'est ces deux vaccins-là qui étaient administrés au travers de la santé. Fait qu'on a regardé les données d'efficacité vaccinale 14 jours après une première dose, parce que c'est quand même ce qui est appliqué sur le terrain pour nos travailleurs de la santé. Je veux dire, ils ont d'abord reçu une première dose. Là, il y en a quelques... Ça va débuter l'administration de la deuxième dose pour les travailleurs de la santé. Et bon, on a regardé aussi 7 jours après une deuxième dose. Pour les souches originales, fait que là, bon, on a regardé les différentes données d'études de phase 3, de phase 4, tout ça qui sortent au fur et à mesure au niveau de la littérature scientifique. On a aussi regardé, bon, à ce moment-là, comme je vous dis, lors de de la mise à jour de nos recommandations, il y avait quand même une certaine incertitude par rapport justement à la protection qui était conférée par les vaccins contre les souches de variants. Mais là aussi, au cours des dernières semaines, du dernier mois, bien, il y a eu de plus en plus d'études là, qui ont fini par démontrer justement que, bon, dépendamment des études, la protection varie, là, mais ce qu'on sait, c'est que contre la souche britannique, là, la souche du Royaume-Uni, bien, à ce moment-là, là aussi, on voit que les vaccins, entre autres le vaccin Pfizer, que, bon, il y a une protection qui varie entre 54 et 72 mais qu'il y a quand même une protection là, qu'on considère suffisante pour même à la présence de variants. Par contre, pour la lignée d'Afrique du Sud et du Brésil, bien là aussi, il y a quand même, là, selon les études, on voit que la sensibilité serait moindre par rapport aux différents vaccins. Et bon, toujours selon les études, bien, il y en a qui ont démontré qu'il y avait quand même une gradation là, dans la sensibilité des différentes lignées. Puis, bien entendu, le variant Afrique du Sud étant beaucoup plus, semble en tout cas, beaucoup plus résistant que le Royaume-Uni ou les lignées originales. Mais bien entendu, comme Dr. Sauvageau vous l'a mentionné aussi, il y a d'autres facteurs que les anticorps neutralisants là, qui sont impliqués dans la réponse immunitaire induite par la vaccination. Donc, à partir de ces éléments-là, on a procédé à la mise à jour de nos recommandations, puis lesquelles étaient basées sur les constats suivants. Fait que donc, oui, il y avait une progression des souches de variants au Québec, comme je vous l'ai démontré. Bien, ceux-ci remplacent, on pourrait dire, les lignées originales. Et puis, comme je vous avais dit qu'il n'y avait pas de distinction dans les mesures de PCI, on a pris la décision de dire que, considérant ça, bien, à ce moment-là, puis c'est pas toujours facile non plus d'avoir les résultats du criblage qui nous confirme si le variant semble un variant britannique ou autre. Puis, on sait que les résultats d'études de séquençage, ça prend de 2 à 3 semaines. Fait que dans ce contexte-là, c'est pour ça que nous, on s'est dit, on ne peut plus faire de prise en charge différente de notre travail de la santé en se disant est-ce qu'il a été exposé à un variant ou pas. Donc, c'est pour ça que dans notre gestion des contacts étroits élargis en milieu de soins, bien, on a décidé là, justement d'avoir une approche qui va tenir compte d'une exposition avec ou sans variant et de ne pas faire de distinction. Puis considérant, comme je vous dis, que pour l'instant, c'est la souche du Royaume-Uni là, qui est vraiment la souche qui est principalement en circulation. On a regardé aussi, bon, la protection offerte par la vaccination. Bien, on sait que, bon, les taux de couverture vaccinale de nos travailleurs de la santé augmentent, sont aux alentours de 63-64 actuellement. Puis comme je vous ai dit, à partir des données de la littérature, on sent que la protection est quand même satisfaisante. Ce qui fait que, comme c'est ça, comme je l'ai mentionné, bien, on a décidé de prendre la prise en charge des travailleurs de la santé vaccinés suite à une exposition, bien, soit la même avec ou sans variant. On a aussi tenu compte, ça c'est super important, là, que
il y a quand même, il faut maintenir les mesures de mitigation qui sont en place dans les milieux de soins, comme Dr. Sauvageau l'a mentionné. Considérant la très faible couverture vaccinale de l'ensemble de la population, oui, ça augmente, mais pour l'instant, ça ne change rien, que nos travailleurs de la santé soient vaccinés ou non. Puis que, oui, ça se peut que dans nos usagers, il y en a qui sont dorénavant, il y en a un faible pourcentage qui peut être vacciné une dose. Il n'est pas question de modifier pour l'instant les mesures de prévention et de contrôle qui doivent être appliquées autour des cas. Donc, c'est super important que le travail de la santé doit continuer de respecter non seulement les mesures de PCI, mais ça inclut bien entendu les consignes sanitaires, le port des EPI. Et on a tenu compte aussi dans notre gestion de risque du fait que dans les milieux de soins, il y a un port du masque médical qui est fait par l'usager. Ça, c'est applicable autant pour la clientèle hospitalisée hébergée que pour nos usagers en ambulatoire. Donc, à partir de tout ça, donc, on a mis à jour nos documents à date du 15 avril qui devraient être mis en ligne d'une journée à l'autre. Donc, le document prise en charge des travailleurs de la santé dans les milieux de soins, ainsi que nos recommandations de la levée des mesures d'isolement. Et donc, comme je vous dis, puis dans cette nouvelle mise à jour-là, justement, nos mesures ont été ajustées avec tout ce que je vous ai présenté précédemment. Par contre, ce qui est important à retenir, c'est les critères d'exposition qu'on prend en considération quand on évalue un travailleur de la santé exposé. Ça n'a pas changé. Donc, un autre élément important concernant le travailleur de la santé immunosupprimé, comme ça a déjà été mentionné, considérant les incertitudes justement sur la protection immunitaire de ces travailleurs de la santé-là suite à une infection antérieure ou suite à la vaccination, c'est important de mentionner que si les mesures recommandées ne peuvent être expliquées, à ce moment-là, c'est toujours le retrait du milieu ou la réaffectation de ces travailleurs-là demeure. Puis, pour les détails, ça, c'est vraiment, il faut vous référer aux documents de l'équipe de santé au travail de l'Institut qui parle justement de la protection des travailleurs immunosupprimés. Donc, dans les recommandations du 5, donc, comment, si on considère un travailleur de la santé qui est non protégé, fait que, comme vous le voyez là, dans la partie gauche de la diapo, un travailleur de la santé non protégé, c'est soit qui n'a jamais fait la COVID, qui n'a pas été, qui a reçu une première dose de vaccin, mais depuis moins de 14 jours, ou qui est rétabli d'une infection antérieure, mais depuis plus de 3 mois. Ça, on verra si cette notion-là sera ajustée. À ce moment-là, ces travailleurs de la santé-là sont retirés du travail avec un isolement préventif à la maison pour 10 jours, doivent procéder à l'autosurveillance des symptômes. Et ce qu'on a rajouté, justement, pour tenir compte d'une exposition possible à une souche de variant, à ce moment-là, ces travailleurs de la santé-là sont aussi dépistés par TAN entre le 3e jour et entre le 3e et le 5e jour suivant l'exposition, de sorte que si l'idée derrière ça, c'était justement de pouvoir identifier rapidement s'ils développent l'infection avec ou sans symptômes, au moins qu'on puisse protéger ses contacts domiciliaires, etc. Et bien entendu, on va répéter ce dépistage-là avant le retour au travail, c'est-à-dire au jour 8 ou 9 avant la dernière exposition, de façon à avoir le résultat avant son retour au travail au 10e jour. Nos travailleurs de la santé vaccinés, alors ça consiste en un travailleur de la santé qui a reçu une première dose de vaccin depuis plus de 14 jours, ou quelqu'un justement qui est rétabli d'une infection antérieure, mais qui date de plus de 3 mois, puis qui aurait reçu une première dose de vaccin. À ce moment-là, on considère que 7 jours après la première dose, cette personne-là est quand même protégée. Ou, comme ça va commencer, ça pourrait être aussi un travailleur de la santé qui aurait reçu 2 doses de vaccin.
bien, à ce moment-là, aucun retrait. Ça, c'était déjà là depuis début mars. Autosurveillance des symptômes, auto-isolement. Puis là aussi, par mesure de précaution, principe de précaution, considérant que peut avoir été exposé à des souches de variants, bien, on a rajouté de dépister ces travailleurs-là avec un TAN entre le 3e et 5e jour et aussi au jour 10 suivant l'exposition. Nos rétablis, bien, à ce moment-là, les travailleurs de la santé, justement, qui ont fait une infection récente, on pourrait dire à la COVID, sont rétablis, mais l'infection date de moins de 3 mois, bien, on considère qu'ils ont quand même une immunité naturelle qui les protège. Donc, il n'y a aucun retrait du travail pour ceux-ci. Toujours l'autosurveillance des symptômes et, bien entendu, le respect des mesures de prévention de contrôle ainsi que des consignes sanitaires. Les prochaines étapes, alors, on continue de suivre avec grand intérêt le taux de couverture vaccinale dans la population générale. Bien entendu, on suit aussi les données d'efficacité vaccinale selon les différents variants. On est en étroite collaboration justement avec nos collègues de la cellule immunisation pour être à l'affût justement de toutes les nouvelles données publiées au regard de l'efficacité vaccinale, que ce soit justement selon les groupes d'âge, selon les variants, etc. On surveille très près les données épidémiologiques, la progression des cas de variants parmi l'ensemble des cas de COVID au Québec. Et bien entendu, si on a des données épidémiologiques qui démontrent la circulation de variants, d'autres variants que on sait qu'il y en a, là, la présence de d'autres variants actuellement dans certaines régions du Québec, mais qui ont quand même réussi à contrôler la transmission, à limiter la transmission. Mais si on se rend compte justement que dans une région, il y a une augmentation justement de la progression de certaines souches de variants, entre autres si c'est le variant Afrique du Sud ou le variant brésilien, puis qu'on a des évidences scientifiques que ces variants-là, disons, qui sont moins bien couverts par la vaccination, bien, c'est sûr qu'on va ajuster les recommandations en conséquence à ce moment-là. Alors, je vous remercie de votre attention. On pourrait, je cède la parole à Dr. Courville. Merci beaucoup, Dr. Mascotte, pour cette présentation. On passe à la dernière présentation de notre programme, soit celle qui porte sur l'expérience de Montréal. Nous avons 2 présentateurs. D'abord, Dr. Alexandra Kosowski, qui est spécialiste en médecine préventive et communautaire, diplômée de l'Université de Montréal. Elle a débuté sa carrière à la Direction de santé publique de Montréal en 2006 dans l'équipe des maladies infectieuses du secteur Vigie et protection. Elle y a occupé le poste de médecin conseil en tuberculose et celui de responsable en immunisation, pendant lequel elle a été impliquée dans les campagnes annuelles de vaccination influenza. En 2017, elle a rejoint l'équipe Santé au travail de la DRSP de Montréal, où elle a pris le poste de médecin responsable du programme de maternité sans danger ou PMSD. Elle fait aussi partie de l'équipe en charge des MADO et des signalements. Pendant la pandémie, elle a intégré l'équipe de vaccination de la DRSP afin de contribuer au processus de priorisation des milieux de travail et à l'implantation d'une approche complémentaire pour rejoindre les travailleurs plus vulnérables. C'est cette approche qu'elle présentera aujourd'hui. Malheureusement, Dr. Kosowski n'a pas accès à sa caméra, donc vous ne la verrez pas. Vous l'entendrez seulement. Maintenant, M. Daniel Vergara, qui débutera la présentation. Suite à une maîtrise en démographie à l'Université de Montréal, Daniel Vergara a débuté sa carrière en santé au travail au sein du groupe de surveillance statistique de l'IRSST. En 2011, il a intégré l'équipe santé au travail de la DRSP de Montréal, où il continue de faire avancer la surveillance. Le travail précaire et la production d'informations adaptées à la prise de décision sont ses intérêts professionnels principaux. Depuis le début de la pandémie, il contribue à la mise en place d'une vigie sanitaire régionale ainsi qu'un système de visualisation des données. Il a contribué au développement d'un outil de priorisation de la vaccination en milieu de travail qu'il nous présente aujourd'hui. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, Ariane. Aujourd'hui, c'est ça, on vous présente
Alexandra Kosowski et moi, au nom de la cellule vaccination en santé au travail à Montréal, on a constitué des Geoffroy Denis, Mihail Pascaliou, Marie-Ève Anctil, Alexandra et moi-même. Et donc, on veut aujourd'hui aborder d'abord comment on a priorisé les établissements dans notre région, quels sont les critères qu'on a utilisés, et pour adapter l'offre de vaccination par des approches complémentaires au site de vaccination de masse pour rejoindre les travailleurs les plus à risque. Puis, plus concrètement, on va aborder les projets de vaccination des travailleurs dans les abattoirs et usines de transformation de la viande. Donc, tout d'abord, je vais présenter et Alexandra présentera la deuxième partie sur les projets et les adaptations. Donc, tout d'abord, nous servons de nos indicateurs de vigie sanitaire pour la priorisation des milieux de travail et des données populationnelles avec une démarche de priorisation que j'explique dans cette diapo-là. Dans une première étape, il s'agissait d'identifier les secteurs d'activité économique et les sous-secteurs qu'on devait mettre en priorité. Pour ce faire, on a utilisé d'une part les caractéristiques des travailleurs vulnérables à la COVID et dans notre expérience régionale, tout comme dans d'autres pays, on remarque que, bien évidemment, les travailleurs sans possibilité de faire du télétravail sont davantage exposés à la COVID. Et également les minorités visibles et les immigrants récents. Donc, c'est des données qu'on a tirées du recensement 2016. On a également utilisé le bilan épidémiologique des grands secteurs. Donc, à partir de notre vigie sanitaire, on a regardé les pourcentages des éclosions avec plus de 9 cas, les pourcentages des établissements avec éclosion, les pourcentages des travailleurs touchés dans les établissements avec éclosion, donc un taux d'attaque des travailleurs, les risques de récurrence des éclosions, c'est-à-dire une fois qu'il y en a une, quel est le risque que la deuxième ou d'autres arrivent, et les taux d'incidence ajustés pour les travailleurs qui ne peuvent pas faire du télétravail. Donc, avec ces indicateurs-là, on a utilisé également la taille de l'établissement comme une variable de contrôle, parce qu'évidemment, les plus petits établissements, les éclosions sont plus petites, les plus gros, plus hauts. Donc, ils ont tendance à l'être, en tout cas. Donc, avec ça, on a également foré un peu plus dans les grands secteurs pour identifier des secteurs qui tiraient la moyenne de nos groupes vers le haut, où on a identifié, par exemple, 2 sous-secteurs qui s'est démarqués, comme les abattoirs et la transformation de la viande dans les secteurs aliments et boissons, et la bonneterie et habillement dans les secteurs fabrication, dans les secteurs manufacture. Donc, avec cette identification, dans une deuxième étape, on a regardé plus au niveau de l'établissement, où on a signalé justement les secteurs qui étaient déjà priorisés dans cette étape-là, dans l'étape 1. Puis, on a regardé d'autres indicateurs comme concernant la gravité des éclosions, comme plus de 9 cas, la durée de l'éclosion et les pourcentages de travailleurs qui ont été touchés dans l'établissement, ainsi qu'une donnée sur l'expérience des intervenants par rapport à l'intervention dans la gestion des éclosions. Donc, tous ces aspects-là nous ont permis de dresser une liste et de trier les établissements en fonction de ces critères qu'on a pu objectiver de cette façon-là. Et ici, je vous donne un aperçu en fait de cette première étape qu'on a faite. Donc, on voit en tête la cote de priorité plus petite, elle est plus importante en priorité C. Donc, le secteur ici en rouge, c'est les secteurs qu'on a priorisés. Les services d'entreposage, aliments et boissons, agences de placement de personnel, fabrication de transformation, magasins rayons. Puis, comme vous pourrez voir, par exemple, ici, on montre les taux d'incidence cumulés pour la 12e vague, en fait,
et ici la proportion de minorités visibles. Donc, on voit quand même qu'il y a une certaine corrélation entre les secteurs qui ont une plus grande incidence et cette barrière. Les agences de placement, ce n'est pas tout à fait quelque chose qu'on doit regarder. Leur taux d'incidence n'est pas tout à fait juste pour des raisons de la façon de compiler l'information, mais c'était à titre indicatif qu'on l'a mis là quand même, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs au bas de l'échelle et on voulait le montrer. Donc, le bilan de la COVID-19 dans les secteurs aliments et boissons nous montre, et dans les abattoirs, nous montre par exemple ici, je voulais juste vous donner un aperçu un peu d'un secteur en particulier, en fait, un secteur et un sous-secteur. Vous voyez par exemple qu'un quart des établissements des abattoirs y avait été touché par au moins une éclosion, contre 12 d'aliments et boissons et 2 à Montréal. Les pourcentages de travailleurs touchés, c'était 23 versus 3 dans les aliments et boissons et 2 dans la région. Les taux d'incidence cumulés, c'est légèrement plus petit dans les abattoirs, mais ça reste quand même très élevé et très semblable à aliments et boissons comparé à l'ensemble des établissements. Les nombres de cas par éclosion, donc c'était des éclosions assez importantes en taille, en moyenne. Puis le risque de récurrence était quand même de 33 Au final, c'est notre outil, la vue finale de notre outil ressemble à peu près à ça. Donc, il est possible de paramétrer ici, c'est juste une image, mais il est possible de choisir les secteurs et dresser la liste ici des établissements. On peut voir la cote, puis on peut le voir sur la carte. On peut voir combien d'employés ça représente et dans quel CIUS de Montréal ça se trouve, si on veut le voir de cette façon-là, ce qui permet de donner un peu plus d'informations pour la priorisation aux CIUS avec lesquels on interagit pour la. Je laisse maintenant la parole à Alexandra. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien. Oui, parfait. Oui, on t'entend bien. Oui, alors je vais vous présenter la vaccination des travailleurs des abattoirs et de la transformation de la viande. Ces travailleurs ont été récemment ajoutés à la liste des groupes ciblés par la campagne de vaccination au Québec. Nous avons donc jugé que c'était un bon moment pour tester une approche complémentaire pour aller rejoindre ces milieux de travail. Prochaine diapo. Alors, comme on l'a présenté plus tôt, les travailleurs en abattoir et en transformation de la viande sont des travailleurs qui cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité. Et on sait aussi par les expériences dans d'autres pays qu'il y a un lien inverse entre les facteurs de vulnérabilité et l'atteinte des couvertures vaccinales élevées. Nous avons donc pensé à une stratégie d'accompagnement des milieux de travail pour augmenter la demande du vaccin, améliorer l'accès aux sites de vaccination et bonifier l'offre de vaccination en rapprochant les milieux de travail et les CIUS. Prochaine diapo. Comment ça s'est organisé concrètement sur le terrain? La DRSP a débuté par une analyse sommaire des besoins des établissements ciblés pour informer les CIUS et les aider à organiser la vaccination. Donc, les équipes de santé au travail ont appelé tous les établissements pour recueillir certaines informations, notamment sur les langues parlées par les travailleurs, les besoins d'accompagnement des employeurs, l'intérêt pour le transport organisé et les cliniques de proximité pour les établissements de plus de 100 travailleurs. Ensuite, un envoi d'informations officielles sur l'éligibilité des travailleurs a été fait, accompagné de documentation multilingue sur la vaccination. Et pour les établissements de plus de 100 travailleurs, il a été organisé avec les CIUS et les autres équipes de la DRSP une brigade de sensibilisation sur place pour répondre aux hésitations, pour répondre aux inquiétudes des travailleurs.
le CIUS a été capable de faire un rehaussement de l'offre en aidant les employeurs à enregistrer leurs travailleurs sur Clic Santé. Pour certains établissements organisés du transport vers les sites de vaccination et pour de plus de 100 travailleurs, avoir même des cliniques mobiles qui ont débuté la vaccination d'ailleurs aujourd'hui. Quelques mots sur la brigade régionale. La brigade régionale, c'est une collaboration de plusieurs équipes de la DRSP, santé au travail, prévention, contrôle des maladies infectieuses et la cellule PRIME qui est population racisée issue de minorités ethniques, immigration et minorités ethniques, pardon. Ces brigades avaient déjà été mises à contribution lors des premières vagues dans les RPA et les CHSLD. L'avantage de ces brigades, c'est étant formées de professionnels de la santé, généralement des médecins formés à l'étranger, ils avaient la capacité de répondre à des questions complexes sur la vaccination pour les travailleurs. Et l'information que nous avions recueillie lors de l'analyse des besoins a permis de faire un jumelage selon les langues parlées par ces agents et les langues majoritairement parlées dans les milieux de travail, comme par exemple l'espagnol, le créole ou l'arabe. Pour les autres langues parlées, un service d'interprétariat est organisé, soit avec l'accompagnement d'intervenants du CIUS ou Language Line. Enfin, les brigades n'ont pas pu aller sur tous les milieux. Ils ont vraiment été sur les milieux de plus de 100 travailleurs et plus. Pour tous les autres milieux, nous avons envoyé de l'information sur la vaccination. Donc, l'outil que vous voyez ici en 17 langues, ça a permis aussi de faire la promotion de la page web multilingue de la DRSP qui a regroupé plusieurs fiches sur la vaccination, prévention COVID et des ressources pour les travailleurs précaires selon la langue parlée. Alors, j'aimerais remercier mes collègues de la cellule PRIME et aussi de la brigade qui ont participé à ce projet. Et nous aurons nous aurons bientôt un peu l'effet de ce projet. Merci beaucoup, Dr. Kozlowski et M. Vergara. Donc, je vais laisser la conclusion à mes collègues. Merci beaucoup aux présentateurs. C'était très intéressant. D'ailleurs, il y a de bons mots pour vous dans le chat. Alors, merci et je laisse la parole à Marie-Pascale. Merci beaucoup, Ariane. Très belle animation. Ce n'est pas simple. Je tiens à vous remercier, chers présentateurs, pour votre généreuse contribution. C'est fort apprécié. Alors, on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera autour de mai. Ce sera aussi un webinaire très intéressant. Je vous invite à suivre vos courriels pour vous permettre de vous inscrire au prochain webinaire. Merci beaucoup. Bon après-midi.